Bonjour, dans cette démonstration du ransomware, nous allons travailler dans un environnement réduit à ces trois répertoires. Le dossier target sera, comme son nom l'indique, la cible de l'attaque du ransomware. A noter qu'ici il ne s'agit que d'une démonstration. Lors d'une réelle attaque, il est rare de voir un ransomware ne s'attaquer qu'à un seul répertoire en particulier, mais généralement à un plus large nombre de dossiers à données sensibles. Nous trouvons alors ici quelques fichiers utilisés couramment qui vont être chiffrés. Que ce soit des fichiers archives, MP3 pour la musique, images, texte ou même documents Word, tous ces fichiers sont encore bien accessibles avant l'attaque du ransomware. Afin de montrer la capacité du ransomware à s'attaquer à certaines extensions en particulier et pas à d'autres, j'ai ici créé un fichier système DLL et demandé au programme de ne pas s'attaquer au fichier système. Donc normalement, après l'exécution du ransomware, ce fichier restera intact. Le répertoire suivant, clé, est l'endroit où sera envoyée la clé générée par le ransomware avec laquelle il aura chiffré nos données. Ici, il faut voir le dossier clé comme étant un serveur où il est envoyée la clé pour que le hacker puisse la récupérer. Ce serveur est complètement inaccessible de la part de l'ordinateur attaqué, mais voilà, dans ce cas-ci, la clé est directement envoyée sur mon bureau afin de faciliter la démonstration. Et finalement, le dossier ransomware qui contient le code Python du programme. Celui-ci est divisé en trois fonctions, Discover, Main et Modify. Ces trois fonctions et le programme en général seront plus expliqués à la fin de la vidéo. Lançons maintenant le programme en mode chiffrement pour simuler l'attaque. Voilà, mes données sont désormais chiffrées. Lors d'une réelle attaque, c'est ici que je suis censé payer la rançon aux pirates. Mais allons voir si mes données sont bel et bien chiffrées comme il est indiqué. Effectivement, je n'ai plus aucun accès à mes fichiers, que ce soit archives, sons, images ou documents Word, mais comme énoncé plus tôt, j'ai configuré mon ransomware pour qu'il ne s'attaque pas au fichier système. Le fichier DLL devrait donc être encore lisible. Effectivement, il est bien intact. C'est possible grâce à la fonction Discovery et à sa liste d'extensions. Il suffit de mettre en commentaire les extensions que l'on ne souhaite pas attaquer et de laisser celles à cibler. Passons maintenant à une première tentative de déchiffrement. Il nous est ici demandé d'entrer la clé qui nous a été fournie par le pirate, théoriquement, mais imaginons que nous ne l'avons pas et que nous voulons faire un premier essai avec une mauvaise clé pour voir ce qu'il se passe. Ici, plusieurs choses peuvent se produire par rapport à la façon dont on aura configuré la fonction main. Par exemple, dans ce cas-ci, le programme va vérifier la clé insérée par l'utilisateur en la faisant correspondre à la clé qu'il aura précédemment enregistrée dans le répertoire clé. Si les deux ne correspondent pas, le programme s'arrête en rejetant la clé. Cependant, si elles correspondent, alors le déchiffrement peut commencer en utilisant bien évidemment la clé fournie par l'utilisateur. Dans un cas plus réaliste, malheureusement le programme ne peut réaliser aucune correspondance, car la clé aura déjà été envoyée sur un serveur désormais inaccessible. Alors, le programme peut être configuré afin que l'utilisateur entre n'importe quelle clé. Ce qui aura pour effet qu'à chaque mauvaise clé, cela rajoutera une couche supplémentaire de chiffrement. Et si la cible finit par obtenir un jour la clé d'origine générée à la base par le ransomware, elle devra réencoder toutes les clés dans l'ordre inverse qu'elle aura tenté, en terminant bien sûr donc par la clé du ransomware. Allons voir maintenant l'effet qu'aura eu ce déchiffrement sur nos fichiers. La clé étant erronée, évidemment les fichiers ici sont bien restés chiffrés. Nous allons donc maintenant réessayer avec la clé fournie par le ransomware dans le dossier clé. La clé paraît correcte, nous allons donc pouvoir maintenant vérifier si nos fichiers sont toujours lisibles et que leur contenu est bien intact.
Apparemment, nos fichiers sont donc bien accessibles et intacts, ce qui prouve bien que ce qui a été chiffré peut donc facilement être déchiffré dès lors que nous possédons la bonne clé. Passons maintenant à quelques rapides explications sur le fonctionnement du programme en lui-même. Nous nous retrouvons donc ici sur la fonction main avec quelques rapides imports ici, donc crypto afin de chiffrer les données, OS pour modifier les fichiers se trouvant sur l'ordinateur. Ici une première variable globale, hardcode key. Elle va définir si le programme doit lui-même générer sa propre clé aléatoire ou si cette clé est déjà au préalable inscrite dans le code par le pirate. L'avantage d'une telle clé, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être envoyée par serveur, ce qui facilite donc le travail du pirate. Cependant, un gros désavantage, c'est que si un jour le code source est découvert, par exemple capturé par un honeypot, eh bien la clé est inscrite en clair dans le code et peut donc être propagée à toutes les victimes de ce ransomware. Ici, un parseur qui va donc tout simplement récupérer les arguments de l'appel de la fonction afin de savoir si on doit déchiffrer ou chiffrer. Dans la fonction main, nous retrouvons donc deux grosses conditions, à savoir si nous sommes en mode déchiffrement ou chiffrement. Par exemple, si nous sommes en mode chiffrement, on va d'abord vérifier si on possède une clé hardcodée ou non. Donc, s'il y a une clé hardcodée, eh bien, c'est cette clé qui sera utilisée pour la suite. Sinon, nous allons générer une clé aléatoire. Dans ce cas-ci, comme c'est un simple exemple, la clé est plutôt simple. Simplement 16 chiffres générés aléatoirement, pas de lettres, pas de majuscules, pas de minuscules. Vraiment très basique. Ensuite, nous envoyons la clé dans le fichier target, clé, pardon. Nous mettons ensuite en place l'objet crypt, qui est donc spécifique à la bibliothèque crypto, qui nous permettra donc de chiffrer. Cet objet est construit principalement grâce à la clé choisie ou générée. Nous retrouvons ensuite la variable stardir qui correspond au dossier parent dans lequel nous allons commencer à chiffrer. Évidemment, tous les sous-dossiers de ce dossier seront touchés également. Cela peut aller jusqu'à tout simplement disque C, ou alors, comme ici, un fichier bien particulier. Le programme va alors commencer à chercher tous les sous-répertoires du répertoire ciblé et va faire un appel à la fonction discover. Cette fonction va chercher chaque fichier dans le sous-répertoire donné et va vérifier si les extensions correspondent bien à des extensions à chiffrer. À chaque fois qu'elle aura trouvé un fichier à chiffrer, elle va transmettre son chemin à la fonction modify. Modify va donc commencer à chiffrer les fichiers donnés par la fonction discover. Et finalement, après le chiffrement, un petit message est envoyé à la victime afin de lui demander la rançon en y inscrivant le numéro de notre portefeuille Bitcoin et la somme à envoyer, si celle-ci veut récupérer ces données. Finalement, pour la partie déchiffrement, nous envoyons tout d'abord un petit message afin de demander la clé à l'utilisateur et on récupère cette clé grâce à un input. Cette clé est alors conservée dans la variable key pour sa future utilisation. On vérifie ensuite la clé, si cette clé correspond bien à la clé préalablement enregistrée, mais tout ceci n'est vraiment pas obligatoire. On peut tout simplement retirer toute cette partie-là et le programme continuera très bien fonctionner. Simplement, si la clé encodée est mauvaise, cela va juste chiffrer encore plus les données que de les déchiffrer. Et bien voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de prendre plus conscience sur la dangerosité et l'efficacité des ransomware, et donc de faire plus souvent des sauvegardes afin d'éviter les potentiels soucis qu'un tel virus pourrait causer. Au revoir.